Première question pour vous, Pauline Schnapper, puisqu'on a vu cette campagne pour les législatives suspendue 2 fois à cause des attentats. Quel peut être, selon vous, l'impact sur le scrutin de demain ? Ça, c'est très difficile à dire. Dans le premier cas, à Manchester, on n'a pas vu d'impact direct. Il y a eu plus de réactions après le second attentat de ce week-end à Londres. Pour la première fois, à la fois Theresa May et l'opposition travailliste ont essayé d'utiliser l'attentat, alors que jusqu'à maintenant, ça n'avait jamais été le cas. Alors Theresa May, pour dire... j'allais dire classiquement, pour protéger le pays, il faut que je sois à la tête du pays, vous pouvez compter sur moi, etc. Et Jeremy Corbyn et le Parti travailliste en général, pour attaquer Theresa May, ancienne ministre de l'Intérieur, qui a réduit, comme on l'a dit dans le reportage, les effectifs de la police. Et aussi parce qu'on s'est rendu compte depuis 24 heures que 2 des 3 terroristes de Londres étaient passés à travers les mailles du filet, c'est-à-dire avaient été quand même repérés, signalés au service de renseignement qui n'avait rien fait. Donc il y a là, pour la première fois, une attaque personnelle, si je puis dire, contre le gouvernement. Maintenant, est-ce que ça aura vraiment un impact sur les résultats des élections ? Je serais bien incapable de vous le dire, j'en doute un petit peu. Yves Bersonsini, vous pensez que ça peut avoir une incidence sur le vote, ces attentats ? Les derniers attentats qui ont eu une incidence sur des élections, c'était en Espagne en 2004, mais c'est parce que M. Aznar avait mal géré, si je puis dire, les attentats de Madrid en les attribuant à tort à l'ETA. Et il semble que là, dans la dernière ligne droite, ça a fait basculer les choses pour les socialistes de José Luis Zapatero. Moi, je dirais, en regardant ça de l'extérieur, que si ça peut avoir une incidence, c'est peut-être pas négatif d'ailleurs au fond pour Theresa May, parce qu'elle était ministre de l'Intérieur et qu'au fond, elle va surjouer. On l'a entendu dans votre reportage. L'idée que la femme d'ordre, c'est elle, et qu'en face d'elle, il y a quelqu'un qui, certes, marque des points sur les enjeux économiques, sociaux, certes, pointe les coupes dans les secteurs publics, y compris la police, mais qui n'est peut-être pas très outillé pour faire face à la menace terroriste islamiste. Et donc, si ça devait avoir une incidence, je dirais que ça serait celle-ci. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue européen, il serait utile que cette élection débouche sur un résultat clair. C'est d'ailleurs pour ça que Theresa May les avait convoquées, ces élections, de manière anticipée, parce que d'abord, elle a besoin d'une légitimité forte qu'elle n'a pas. C'est un Premier ministre de circonstance. Les Britanniques n'avaient pas voté pour elle, alors ils vont le faire demain. Et puis je crois qu'elle voulait à la fois une majorité plus large pour moins défendre de sa base eurosceptique, et puis un horizon devant elle pour négocier le Brexit, puisqu'elle aurait eu 4 ou 5 ans devant elle pour négocier le Brexit à l'horizon 2019 et puis peut-être négocier des phases de transition. Du point de vue bruxellois, parisien, berlinois, on regarde cette élection en se disant, sans prendre parti, qu'il faudrait au moins qu'en débouche une majorité claire et stable pour le Royaume-Uni et pour les négociations. On va venir sur cette question du Brexit dans un instant, si vous voulez bien. Mais autre réaction avec vous, Evan O'Connell. Ça a été rappelé effectivement sur cet aspect. Theresa May est ministre de l'Intérieur, ça a été rappelé. Elle a beaucoup fait de coupes budgétaires. Cette image de cette austérité, elle avait été un petit peu oubliée par les Britanniques, selon vous ? Je pense que le climat politique n'était pas mûr en 2015 pour une campagne contre l'austérité menée par Ed Miliband, qui était à l'époque le chef de l'opposition et leader du Parti travailliste. Nous verrons si ce message anti-austérité, 2 ans plus tard, suite à encore plus de coupes, suite aux premiers petits impacts du Brexit, sur par exemple le pouvoir d'achat, si ça aura eu un impact et si ce discours sera plus écouté aujourd'hui ou pas. Les sondages, je pense qu'on peut dire clairement que l'écart entre les différents sondeurs est tellement large qu'on ne sait pas où se situe l'opinion publique aujourd'hui. Nous sommes relativement confiants, vu les dynamiques que l'on a vues et vu aussi le changement assez radical dans la perception des Britanniques vis-à-vis des 2 candidats au poste suprême. C'est-à-dire Theresa May qui passe d'une image de dame de fer à une image de girouette un peu. Jeremy Corbyn qui, face à quelqu'un de très austère, passe de plus en plus pour quelqu'un de chaleureux,
plus crédible qu'il y a un an, par exemple. On a vu l'écart se resserrer entre Theresa May et Jeremy Corbyn sur la préférence des Britanniques au niveau de qui ils voulaient en tant que Premier ministre. Donc je pense qu'il y a un changement positif en faveur des travaillistes. Nous verrons demain si le basculement a été assez important pour permettre aux travaillistes de gagner du terrain. Ouais. Olivier de Francrec, ça a été rappelé, Theresa May se retrouve attaquée sur son autorité, sa rigueur, finalement sa détermination à défendre les Britanniques. Est-ce que vous diriez que son image est un peu écornée, abîmée aujourd'hui ? En fait, à mon avis, le problème est surtout qu'elle a fondé son argument de campagne sur cette image d'un leadership à la fois stable et ferme. C'est son grand message de campagne. Ça rappelle un peu le take back control du référendum sur le Brexit. Là, son argument de vente, c'était « je suis un leader stable et je suis un leader ferme ». L'ennui, c'est qu'elle s'est elle-même ouverte en fait à la critique de la part de ses opposants, dans la mesure où on peut quand même rappeler que Theresa May était en faveur du Remain, elle est désormais en faveur du Brexit. On peut quand même rappeler, donc, ça l'a été dans le reportage, qu'elle a fait 20 000 coupes dans les effectifs des policiers. 20 000 postes ont été supprimés et elle a baissé le budget de la police de 20% entre 2010 et 2016, date à laquelle elle était ministre de l'Intérieur. Elle est forte de dire il faut que les choses changent, sauf qu'elle avait 6 ans aussi pour les faire changer. Elle a changé d'avis, par exemple, sur le manifeste des conservateurs, sur les questions de sécurité sociale, etc. Et donc, en fait, elle a fondé son argument de campagne sur quelque chose qui est éminemment critiquable par ses opposants. Donc, il est aisé pour le Parti travailliste, par exemple, d'enfoncer un coin dans cette image d'autorité, de leadership stable et ferme qu'elle projette, ce qui est tout à fait problématique dans la mesure où, dans une négociation pour le Brexit avec l'Union européenne, c'était un argument de vente porteur, puisqu'on a besoin de quelqu'un qui va défendre son bout de gras à Bruxelles. Or, si on élit quelqu'un qui est en fait une girouette, en quoi peut-on être certain qu'il protège les intérêts britanniques ? Pauline Schnapper, justement, c'est vrai qu'elle a du coup tenté, on l'a vu Theresa May, de ramener le débat sur ce thème de prédilection et de cibler son adversaire et sa faiblesse supposée, celle de Corbyn, dans les négociations à venir sur le Brexit. Ça commence le 19 juin. Est-ce que vous pensez qu'elle est parvenue à ramener la campagne sur ce terrain ? Non, pas du tout. Je suis d'ailleurs pas totalement convaincue qu'elle voulait vraiment ramener la campagne sur ce terrain. C'est-à-dire, ce qu'elle voulait, c'était projeter, on vient de le dire, cette image de leadership, mais en même temps, elle n'est jamais entrée dans le détail, ni de ce qu'elle allait négocier, tenter d'obtenir à Bruxelles, ni de la façon dont elle allait s'y prendre, ni elle n'a rien dit non plus sur l'avenir du Royaume-Uni hors Europe. Donc, il s'agissait simplement de rassurer l'électorat, alors l'électorat qui avait voté pour le Brexit, bien sûr, un peu aussi, dans une moindre mesure, l'électorat qui avait voté pour rester dans l'Union européenne, mais à aucun moment dans cette campagne, il n'y a eu vraiment de discussion de fond sur ce qui allait se passer et sur les problèmes qu'allait poser le Brexit. On est resté dans une espèce d'image formidable où tout allait bien se passer et où, grâce au leadership de Theresa May, elle obtiendrait un accord absolument dans l'intérêt du Royaume-Uni. Mais on est littéralement resté à ce niveau-là du débat. Et ça, il faut dire aussi que ça a arrangé plutôt les travaillistes de ne pas entrer non plus dans le détail, puisqu'il faut bien dire que les travaillistes sont dans une position extrêmement difficile sur la question du Brexit depuis le référendum, à la fois parce qu'ils sont divisés. Corbyn était en principe plutôt pour rester, mais tellement mollement, il a fait une campagne tellement molle qu'on sait bien qu'au fond, il n'est pas du tout pro-européen. Les députés travaillistes sont pro-européens, mais pas tout l'électorat. Donc ils sont dans une position très délicate. Il y a beaucoup de députés travaillistes qui sont élus dans des circonscriptions où les électeurs ont voté majoritairement pour sortir de l'Union européenne. Donc quelle position défendre au Parlement, c'est très difficile pour eux. Et donc leur tactique, bien simple, a été simplement de ne pas en parler pendant cette campagne, puisqu'ils savaient que ça n'allait rien leur apporter en termes de voix. Yves Bertoncini, ensuite je vous donnerai la parole. Sur justement... Sur la faiblesse de Theresa May, moi, personnellement, j'ai jamais tellement communié sur cette idée que c'était la nouvelle Margaret Thatcher, parce qu'au fond, encore une fois, c'est un Premier ministre de circonstance qui est là, faute de combattants, à la suite d'une décision historique, référendaire. Très différente. Et elle était contre, d'ailleurs, cette décision. Bon, donc elle est dans une situation difficile. Je pense que d'ailleurs, dans la campagne, une chose qui s'est peut-être vue un peu,
cas ça s'est beaucoup vu hors du Royaume-Uni, c'est qu'elle n'a pas osé critiquer Donald Trump quand il a décidé de sortir de l'accord sur le climat. Ça, c'est quand même pas très simple parce que ça dénote cette faiblesse de quelqu'un qui va devoir négocier d'autres accords ensuite, y compris avec les États-Unis d'Amérique, puisque le Graal, ça serait ces nouveaux accords de libre-échange une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne. Juste pour nuancer tout de même, elle avait commencé à être un peu plus précise lors d'un discours il y a 2 mois environ sur sa stratégie pour le Brexit. Donc oui, Global Britain, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais elle avait quand même mis dans cette déclaration des éléments de compromis possibles. Je prends seulement un exemple quand elle disait Brexit means Brexit, oui, on va donc sortir. Mais le lendemain matin, en fait, on continuera à appliquer les normes européennes tout de même. Nous ne les déciderons plus, mais on continuera à les appliquer tout de même parce que c'est dans l'intérêt de nos investisseurs et de notre économie. Donc elle avait commencé, si vous voulez, à amorcer un peu la descente vers la piste d'atterrissage. C'est d'ailleurs bien dans cet esprit qu'elle a convoqué ces élections anticipées pour se donner des marges de manœuvre. D'abord, en temps, n'oublions pas, parce que si elle est élue, là, elle aura 4 ou 5 ans devant elle. Donc évidemment qu'elle négociera le Brexit à l'horizon 2019. Mais est-ce qu'elle sera en position de force? Ça, c'est le scrutin qui le dira, Hubert Tonsini, du point de vue Brexit. intérieur, elle sera en position renforcée. Si elle a une majorité large. Vous la placez à combien, cette majorité? Il faudrait que... Mais au début, les premières projections, c'était une majorité avec 50, 60, 80 sièges d'avance. L'écart se réduit. Qui la libérait des backbenchers Tories les plus eurosceptiques, quasiment europhobes d'ailleurs. Là, elle l'aura sans doute pas. En revanche, sur le niveau européen, le fait qu'elle croit être en position de force, là, est une illusion dont j'espère que nos amis britanniques vont parvenir à se délivrer au moment où ils vont rentrer dans le cœur des négociations. Parce que la réalité est plus prosaïque. Les Britanniques se sont engagés dans une tragédie shakespearienne et ils risquent d'en sortir assez lourdement perdants s'ils ne sont pas un peu plus pragmatiques. En cas de victoire de Jeremy Corbyn, quelle serait, lui, sa conception, justement, de ce Brexit à négocier? Je pense que de toute façon, ce qu'on doit dire tout d'abord, c'est que le Brexit est un fait accompli. Et c'est quelque chose qu'a reconnu Jeremy Corbyn lui-même. Il ne va pas revenir sur cette décision. Ce qui importe, c'est la définition de la future relation avec l'Union européenne. Jeremy Corbyn a déjà commencé à préciser sa vision du Brexit en ce qui concerne, par exemple, le droit du travail et le droit de séjour des citoyens européens futurs étrangers sur les territoires britanniques, c'est-à-dire un régime beaucoup plus ouvert que ce que prévoit Theresa May. Il a également rappelé que pour lui, même si évidemment il fallait certains contrôles sur l'immigration, les liens économiques étaient largement plus importants que des questions de principe sur la libre circulation des Européens. Donc je pense qu'on a commencé à avoir une vision du Brexit beaucoup plus proche, un Royaume-Uni beaucoup plus proche de l'Union européenne que le Royaume-Uni qui serait dirigé par Theresa May, surtout au lendemain du Brexit, donc en 2019. Pauline Schnapper, ensuite je donnerai la parole. Juste un petit mot là-dessus. Moi, il ne me semble pas que Corbyn ait vraiment levé les ambiguïtés de son parti sur la question du Brexit, parce que, par exemple, il dit que s'il était au pouvoir, il voudrait rester dans le marché unique, tout en disant que, bien sûr, puisqu'on sort de l'Union européenne, il va falloir fermer les frontières. Et on sait bien que la libre circulation des personnes est une condition du maintien dans le marché unique. Donc cette ambiguïté-là demeure entière. Il n'a pas dit comment ça pourrait se faire. Olivier de France, que va-t-il se passer si Theresa May n'est pas portée par un mandat populaire très écrasant quand vont débuter justement ces négociations à Bruxelles sur le Brexit? Il y a quand même une hypothèse qu'on n'a pas évoquée, c'est que Theresa May gagne les élections, mais que le Parlement soit sans majorité, qu'elle soit obligée en fait de construire des compromis avec les libéraux-démocrates ou avec les Écossais qui sont deux partis quand même pro-européens. Alors, quel peut être le résultat de tout ça? On peut imaginer que le Brexit dur, dont elle a dessiné les contours lors de son discours de Lancaster House du 17 janvier, peut
être contourné à la marge, c'est-à-dire sur les questions de l'union douanière, sur la question de la libre circulation des personnes, sur la question de la Cour européenne de justice. Peut-être que dans une position où Theresa May est obligée de faire des compromis sur le plan domestique, elle rentrera en négociation avec l'Union européenne, prête à faire, ou disons, elle sera obligée finalement de faire ces compromis-là, puisqu'elle s'est liée les mains sur le plan domestique. C'est vrai qu'on a parlé des conséquences lourdes sur la politique intérieure si elle n'a pas de majorité. Et justement, on dit qu'elle pourrait être à la merci des Brexiteurs les plus extrêmes, Pauline Schnapper. Oui, je ne suis pas sûre que ça fasse une très grosse différence, honnêtement. Les différences au sein du parti conservateur sont des nuances, vraiment, parce qu'aujourd'hui, même ceux qui étaient à l'origine pour le maintien dans l'Union européenne se sont ralliés à la cause du Brexit. Il y a ce discours maintenant général sur tout ira bien une fois qu'on sera sorti. Je ne suis pas sûre vraiment que la pression qui serait imposée à Theresa May lui porte préjudice à Bruxelles. À la limite, on pourrait presque imaginer une situation où, au contraire, elle pourrait jouer de cette pression intérieure pour obtenir un compromis plus favorable de la part de ses interlocuteurs. Donc, voilà, pour l'instant, ça me paraît difficile vraiment d'extrapoler sur la différence que pourrait faire cette majorité. Alors, je nuancerai un peu parce que si l'on voit les profils des possibles futurs députés conservateurs en cas de progression du Parti conservateur, ils sont presque unanimement des très fervents pro-Brexit, donc plutôt de l'aile droite du parti. Donc je pense que honnêtement que Theresa May ait 330 sièges comme aujourd'hui, il faut 326 pour une majorité, ou 400, ça ne changerait finalement pas grand-chose. Je ne suis pas d'accord par contre sur la pression que pourrait avoir cette frange très eurosceptique, plus eurosceptique que le reste du parti, sur Theresa May. Je pense qu'il y a un certain nombre de promesses faites par Theresa May, notamment sur la Cour européenne, sur la libre circulation, sur lesquelles elle pourra difficilement revenir dessus, que sa majorité soit large ou petite. Non, mais je suis bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'elle va être de toute façon soumise à cette pression. Et c'est pas, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas 10 députés de plus ou de moins qui changeront. C'est ça que je voulais dire. Yves Bertoncini. Mais croire que ça va l'aider à Bruxelles, et encore une fois à Paris, à Berlin, à Varsovie, à Madrid, est un peu optimiste. Parce que actuellement, des personnages comme David Davis sont des repoussoirs. Hein. C'est le ministre qui s'est chargé de ces négociations. Boris Johnson ne conquiert pas les foules quand il va dans les chancelleries diplomatiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et donc je dirais que la question n'est pas de savoir s'il y aura un Brexit ou pas. Il y aura un Brexit, bien sûr, mais quelle forme de Brexit ? Quelle forme de Brexit ? Et si on regarde, bon, il y a des conditions du divorce, hein, bon. Mais après, le nouveau partenariat, il y a des statuts assez accommodants. Le statut suisse amélioré, hein, bien sûr. Ça sera un statut sur mesure à la britannique. Mais le statut suisse, sans cour de justice, avec un accès au marché unique pas complet, avec une forme de contrôle sur la libre circulation des personnes, il est accessible. Mais pour ça, il faut des concessions réciproques. C'est quand même une négociation asymétrique, ne l'oublions pas. Si on veut faire la métaphore du divorce, même si c'était un divorce à tort partagé et à coût partagé, les Britanniques en prendraient 50% pour eux, tandis que les 50 autres % seraient partagés par 27 pays. Ça fait quand même moins mal. Et donc, où ça risque de faire mal si les concessions ne sont pas faites, au-delà des rodomontades de campagne, c'est quand même avant tout au Royaume-Uni. Et comme tu l'as dit, c'est déjà visible. Il y a déjà, alors que le Brexit n'a pas eu lieu, il y a déjà des signes avant-coureurs. Donc, il me semble, j'espère que ça amènera les Britanniques un peu à la raison d'ici que les négociations s'engagent et surtout d'ici qu'elles se dénouent. Justement, le Sénat s'est intéressé, notamment la Commission des finances, sur les conséquences de ce Brexit sur les places financières, notamment parisiennes. Je vous propose d'écouter le rapporteur général du budget ici, le sénateur Albéric de Montgolfier, qui répondait à notre journaliste cet après-midi. Ma conviction, c'est que si on adapte notre législation et notre réglementation à un coût qui est finalement assez faible, on devrait pouvoir regagner de la compétitivité. Ce qui nous est reproché, c'est le fait que notre fiscalité soit instable.
reviennent en permanence sur des décisions qui ont été prises. Donc il faudrait offrir un cadre fiscal stable. Il y a aussi de l'adaptation de notre législation, parce que le gouvernement ne peut être que sensible à ce qui va renforcer la place de Paris. Je vous rappelle qu'on est une place importante, on a des sièges sociaux, on est une place mondiale. Il n'y a que 3 villes qui peuvent avoir cette capacité d'accueillir des sièges sociaux, des sièges de banque, des activités de marché importantes. C'est New York, Londres et Paris, c'est 3 capitales mondiales. Olivier de France, on vient d'entendre le sénateur qui s'inquiète quand même sur les conséquences aussi sur les places financières parisiennes. Et c'est vrai que ça a été rappelé, cette campagne pour les législatives n'aura pas apporté vraiment de réponse à ce que veut faire Theresa May sur les liens financiers, juridiques du Royaume-Uni post-Brexit avec le continent. Qu'en pensez-vous ? Non, mais depuis le départ, en fait, le moment de clarification, presque le seul a été le discours de Lancaster House de Theresa May. Et après, sous couvert de dire on ne veut pas mettre nos cartes sur la table, donc on ne va pas clarifier nos positions avant la négociation. Effectivement, elle n'a pas dit grand-chose. La seule chose, à mon avis, dont on soit certain, et là je suis d'accord avec vous, c'est que ça va être perdant-perdant. Ça va être perdant-perdant et je pense que le Royaume-Uni va perdre davantage que l'Union européenne. Ça, c'est pour moi la seule certitude. Sur l'aspect finance, il y a un point. D'ailleurs, le négociateur en chef européen, Michel Barnier, l'a dit plusieurs fois. Il faut absolument qu'il y ait un divorce à l'amiable et un futur partenariat solide parce que, effectivement, pour la stabilité financière de toute la zone euro, la City joue un rôle très important. Il ne peut pas y avoir un divorce brutal pour cette raison de stabilité financière. Donc ça rend les Européens accommodants. Mais à l'inverse, il y a des intérêts financiers sur le continent, consistant à vouloir rapatrier certains des intérêts et des activités de la City, qui à Paris, qui à Dublin peut-être, ça c'est pas le continent, qui aux Pays-Bas ou à Francfort, qui vont tendre les négociations, parce que ce sont quand même des négociations dans lesquelles il y a des intérêts industriels, financiers qui sont en jeu. Et donc les Britanniques là ont un point, bien sûr. De la même façon que dans la lutte contre le terrorisme, évidemment, qui doivent rester des partenaires très importants, qu'ils soient ou pas dans l'Union européenne. Simplement, ça dépendra de la manière dont ils abordent les négociations. Et quand, par exemple, Theresa May avait dit « Eh bien, si on n'est pas gentil avec nous pour la gestion du Brexit, eh bien, nous ne coopérons plus dans la lutte contre le terrorisme. » Elle racontait, comment vous dire, quelque chose qui est farfelu et naturellement qui a été vu à Bruxelles et à Berlin et ailleurs comme une tentative d'intimidation un tout petit peu infantile. Et en tout cas, c'était contre-productif. Evan Connell, très rapidement pour conclure, vous souhaitiez ajouter ? Je souhaitais tout simplement ajouter que ces négociations, si l'on trouve en fin de compte un accord à l'amiable, ça va prendre des années. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est que même un accord à la Suisse, par exemple, qui serait un très bon accord pour les Britanniques, qui permettrait aux Britanniques d'avoir peut-être pas tout ce qu'ils veulent, mais une bonne partie de ce qu'ils veulent. Ce genre d'accord, les Suisses ont mis des années à le construire et ils l'ont construit tout en se rapprochant de l'Union européenne. L'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, a également mis bien des années, bien plus de 2 ans. Et donc, je pense qu'à un moment, et c'est là surtout où je ferai d'énormes reproches à Theresa May, il faut à un moment être honnête avec le peuple britannique. On voit cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui se met en place, cette véritable task force, un peu percutée par l'actualité hier avec cette agression d'un policier à Notre-Dame. Est-ce que vous pensez que cette task force, on a défini un petit peu les contours aujourd'hui, c'est la réponse appropriée à la lutte contre le terrorisme ? C'est un outil qui surtout réorganise notre exécutif en réalité, puisque l'ensemble des services de renseignement et de ceux qui préparent les actions sont déjà sous les ordres d'autorités politiques. Et la règle traditionnelle de notre Constitution, c'est que l'administration, et ça comporte tous les services, est aux ordres du gouvernement. Bien. Notre système s'est modifié, le rôle du président
ça date notamment du quinquennat de Nicolas Sarkozy, s'est rapproché, disons, de la conduite des services. Le président Macron a réfléchi à ces sujets-là de longue date, ça je le sais. Et donc sa conclusion est que le pilotage de la remontée des informations et des instructions à donner aux services doit être directement à l'Élysée. C'était un sujet qui était très discuté. Ça a au moins le mérite, si vous voulez. Mais vous, qu'en pensez-vous? Vous êtes pour justement ce pilotage par l'Élysée de ces services? Je crois qu'on est enfin, je suis à l'écoute. Bon, j'ai un préjugé favorable, je n'ai pas besoin de le dissimuler. C'est un changement important parce qu'il y a déjà des lieux de coordination et de remontée des instructions et des informations qui sont ailleurs, donc ça va entraîner des déplacements. Du point de vue de la loyauté des gens, est-ce qu'ils sont d'accord pour ce système? Je suis convaincu que c'est ce qui va se produire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de résistance, il n'y aura pas de freinage en disant ça nous embête de devoir rendre compte à cette cellule à l'Élysée. Par contre, puisque quand même une grande partie des enjeux sont des enjeux de sécurité intérieure. Jusqu'à présent, tout le monde était bien d'accord que le président de la République était le supérieur direct de la défense. À travers ça, il se transforme aussi un peu en supérieur direct du système de sécurité intérieure. Christian Cambon, quel regard portez-vous sur ce centre national du contre-terrorisme? C'est comme ça que ça va s'appeler. Est-ce que ça va permettre notamment d'améliorer la coordination en matière de renseignement? On sait que c'est ce qui a pu pêcher par le passé. Écoutez, déjà sur le principe, c'est une bonne décision, au sens où déjà c'est une promesse de campagne qui est tenue. Deuxièmement, hélas, l'actualité montre plus que jamais la nécessité de resserrer les forces qui vont lutter contre le terrorisme, et notamment le terrorisme intérieur. Donc, de principe, je pense que c'est une bonne décision. J'allais presque dire, on va voir à l'expérience les résultats, l'amélioration de ces résultats, car il faut bien comprendre aussi que de nombreuses structures existaient précédemment. Il y avait le coordonnateur national du renseignement, il y a ce conseil de défense, il y a une multiplicité de services du renseignement intérieur, services extérieurs, Tracfin, DGSE. Voilà, il y a une multitude d'organismes. Et en fait, je pense que là où des éléments de réponse sont apportés, c'est la nécessité affirmée au plus haut niveau de faire travailler tous ces gens ensemble. Ils sont, comme le ministre le rappelait il y a un instant, naturellement bien orienté avec beaucoup de bonne volonté, mais on sait d'expérience aussi, on l'a vu que dans d'autres pays, notamment ce qui vient de se passer en Angleterre, où un exemple montre que quelqu'un avait été identifié par un service et ça s'était un peu perdu dans la nature. Donc il y a la nécessité de faire travailler tous ces gens ensemble autour d'une plateforme où les décisions peuvent être prises. Mais il ne faut pas que cette structure se superpose aux autres, faute de quoi on paralyserait en quelque sorte les initiatives des uns et des autres. C'est bien l'enjeu, justement, Régis Le Sommier. Que peut apporter cette nouvelle structure? Ça a été évoqué, on a déjà une multitude de services dédiés au renseignement et à la lutte contre le terrorisme. Voilà, et on espère justement que la vingtaine de personnes qui vont travailler dans cette cellule ne vont pas être ponctionnées sur d'autres services qui sont déjà très très sollicités. On espère aussi que cette cellule ne va pas être une nouvelle couche bureaucratique supplémentaire, quelque chose qui soit un effet de com. On parle de task force, c'est vrai que ça fait un peu anglo-saxon et qu'on se met dans le monde de l'antiterrorisme. Mais on en avait quand même besoin, Régis Le Sommier, de cette nouvelle structure. Face aux enjeux du terrorisme, ça a été rappelé. Oui, mais tous les dysfonctionnements qu'on a pu noter, notamment pour les attentats du 13 novembre, que c'était entre la BRI et le RAID, les différentes interventions qui ont eu lieu ou pas eu lieu, tous ces dysfonctionnements-là ne vont pas être traités au sein de cette cellule. La question de l'infiltration, ou en tout cas du renseignement sur les terroristes potentiels, ou en tout cas dans ces mouvances-là, c'est pas à ce niveau-là que ça va se jouer. Alors c'est certes quelque chose de rassurant pour la population, dans le sens où le président prend les choses en main, il y a l'exécutif qui met... Je dis pas qu'avec François Hollande c'était pas le cas, mais il y avait peut-être une personnalité qui était un peu plus en retrait. Il semble qu'Emmanuel Macron a adopté une posture qu'on a appelée gaulo-mitterrandienne, jupitérienne, je ne sais, voilà. Est-ce que il a réellement... Donc là, il veut prendre les choses en main. Ça, c'est rassurant. Je pense que c'est important de le faire. Mais au niveau de la lutte contre Daesh,
on assiste quand même à des phénomènes totalement imprévisibles aujourd'hui. On discutait tout à l'heure du profil de celui qui a sauvagement agressé un policier hier. C'est extrêmement troublant de voir que quelqu'un comme celui-là, d'habitude, il y avait toujours des antécédents judiciaires énormes. C'était toujours, pour la plupart, de ce qu'on appelle des hybrides, c'est-à-dire des gens ayant eu affaire à la justice ou ayant fait de la prison, etc., s'étant radicalisés en prison ou dans une mouvance particulière. Là, on tombe sur un élève modèle, quelqu'un qui était très impliqué dans la vie universitaire et qui a travaillé comme journaliste pour des journaux gouvernementaux, pour un journal gouvernemental Al-Watan algérien, qui est laïque, quelqu'un qui avait manifesté des visions anti-islamistes, notamment étant algérien. Comment voulez-vous arriver à décerner que cette personne, c'est quand même très très dur. Donc tout ça me laisse penser quand même que, je pense par exemple au pédigré de ceux qui ont frappé en Angleterre, là on a plus d'indices quand même. On a quand même, mais c'est de ce côté-là, c'est du côté de ce renseignement-là, de l'infiltration de ces communautés-là, qu'on pourra arriver à des résultats et arriver à les... Votre opinion, Driss Saïd Youssef, justement, sur ce nouveau centre national du contre-terrorisme, ça va être composé d'environ 60 hommes et femmes qui vont devoir rassembler tous ces services, améliorer l'efficacité, la coordination. Quel doit être, selon vous aussi, le profil de ces hommes et de ces femmes qui vont faire partie de cette nouvelle structure? D'abord, chez moi, il y a une certaine forme de déception. J'ai beaucoup soutenu cette idée d'une task force, parce que je pense qu'il y en avait besoin, même si je disais que la formulation était malheureuse, mais l'idée était bonne. Et on se rend bien compte que dans le prolongement du rapport parlementaire excellent sur le retour d'expérience, les attentats du mois de novembre, qu'il y avait un besoin impératif de restructurer un certain nombre de services, de réflexion ou d'intervention. Et pour moi, les missions de ce centre sont, on attendra les décrets d'application, mais les missions de ce centre sont à peu près les mêmes que les missions du coordinateur national du renseignement. Et d'ailleurs, c'est la même personne qui pilotera ce centre que la personne qui pilotera le coordinateur. Ce qui est une bonne chose, mais en soi, les missions sont les mêmes. Donc le pilotage d'un certain nombre de services, je pense qu'on ne prend pas en compte un certain nombre de choses, notamment les cultures des différents services de renseignement. Vous en avez qui travaillent sur des enquêtes dites administratives, donc de police administrative, c'est-à-dire de vérification, et d'autres qui travaillent sur d'autres enquêtes en termes d'enquête judiciaire. Et donc, finalement, j'ai envie de dire que, quelquefois, la méconnaissance de ces deux univers ne permet pas forcément un vrai travail de collaboration. En revanche, ce qui est l'innovation particulière, j'ai envie de dire, dans le communiqué de presse, c'est l'institutionnalisation. J'ai plutôt tendance à parler de process entre ces différents services, parce qu'on le voit bien, la difficulté pour ces services, c'est d'échanger des informations. Ensuite, sur le profil, poser la question des individus qui vont demain rejoindre ce centre, on parle d'analystes. Je pense que c'est bien, parce que le président de la République, qui est censé effectivement donner des orientations politiques, doit s'appuyer à la fois sur on a suffisamment d'experts aujourd'hui en France, des fonctionnaires, mais des analystes. Souligner cette crainte, bien qu'on... Ça dépend ce qu'on entend par le terme expert. Est-ce que c'est société civile ou uniquement des militaires et des fonctionnaires? Nous avons, oui, des fonctionnaires et des militaires qui font... On ne va pas déshabiller certains aussi services, politiques. C'est ça aussi le risque. Voilà, donc, et puis après, il y a aussi des analystes, et puis il y a aussi des élus qui font aussi un travail extraordinaire et qu'il faut aussi associer. Je rappelle que c'est aussi pour permettre au président de la République de prendre des décisions ou des orientations politiques. Alain Richard, peut-être vous souhaitiez rajouter? C'est-à-dire, je crois qu'il y a beaucoup d'observations qui ont été faites, qui sont que la collecte, le repérage immédiat d'informations qui peuvent avoir un intérêt dans la lutte antiterroriste, elle est assez complète. C'est-à-dire que nous avons effectivement des capteurs qui sont en réalité 200 et quelques mille personnels, qui sont soit des personnels de police, soit des personnels de gendarmerie, soit des personnels d'autres services, qui peuvent rassembler des débuts d'informations. Et que le sujet, il est à l'intérieur de chaque service, qui a quand même son champ, son domaine de responsabilité, de trier entre cette masse d'informations et d'en tirer le terme. Mais on a cette culture du renseignement en France, pour rebondir sur ce que vient de dire. Oui, bien sûr, oui. C'est des choses qui remontent à quand même quelques siècles. Hein, et il y a de l'expérience. Simplement, du fait que c'est, comme vous le disiez, c'est très multiforme, je veux dire, les sources à partir desquelles on peut constater des informations préoccupantes sont tellement variées qu'il y a un problème de hiérarchisation, c'est-à-dire qui est-ce qu'on va se mettre à surveiller, qui est-ce qu'on va classer comme potentiellement dangereux avec les conséquences. Et
qui, au fond, fait le retour d'analyse globale en disant ça veut dire que dans tel type de milieu, ou dans tel type de pratique religieuse, par exemple, ou dans tel type de ville ou de milieu géographique, on a plus de risques et voilà les gens qu'il faut observer. Donc, et plus la relation avec la justice. Parce que, bon, là, le président de la République n'est pas le procureur général. Ouais. Mais est-ce qu'il faut créer un parquet national antiterroriste aussi, Alain Richard? Ça a été parfois abordé. Il existe. Il existe de fait. Non, moi, je veux bien qu'on rajoute des étiquettes aux étiquettes, mais enfin, le parquet national antiterroriste, c'est le parquet de Paris et il fonctionne, je peux vous dire. Il y a quand même dans la justice des choses qui n'ont pas fonctionné. On l'a vu avec, je parlais du type d'individus qui frappent sur notre territoire, je le rappelle, qui sont à 99% des gens qui sont déjà passés dans la justice. C'est que trop souvent, on les a cantonnés à être dans des crimes de droit commun, en fait, sans voir nécessairement ou sans regarder l'angle de leur rapport avec le terrorisme, qui dans certains cas s'est avéré évident, ou en tout cas a commencé, je pense par exemple à Sami Amimour, qui était un des kamikazes du Bataclan, enfin des terroristes du Bataclan, l'un des leaders probablement de cette cellule, qui est un homme originaire de Drancy, qui avant de manifester une radicalisation au point de partir en Syrie, devait pointer à son commissariat tous les mois. Puis un jour, il a fait pression sur un juge à travers son avocat. On lui a dit écoutez, il cherche un emploi, il faudrait qu'il récupère ses papiers. Il a récupéré ses papiers, il est parti en Syrie. Donc c'était peut-être pas évident de se dire il va partir en Syrie, ça va devenir un des membres du commando, mais en tout cas là, voilà, je pense qu'il y a une question, il y a une position où il faut considérer que je prenais l'exemple des juges, des magistrats italiens. Les magistrats italiens connaissent mieux ces aspects-là puisqu'ils ont eu affaire à la mafia. Et la mafia, c'est toutes les couches de la société. Ça pénètre tout. C'est tout aussi tentaculaire le terrorisme donc, ils sont et ses plus formés. Aux États-Unis aussi, puisque le FBI a compris ces subtilités. En France, on avait trop tendance à cloisonner dans la justice, mais également dans les services. Le problème, c'est qu'on a fonctionné pendant des années en silo. C'est-à-dire que l'information remontait au chef et à la hiérarchie, et malheureusement, le temps que cette info passe à quelqu'un et qu'elle soit traitée et qu'on s'aperçoive que là, il y avait une entrée possible, et c'était trop tard, la personne avait disparu. Oui, moi je pense que à partir du moment où on est vraiment en guerre contre cette nouvelle forme du terrorisme qui évolue de mois en mois. Car je rappelle qu'il y a quelques mois, on parlait de ceux qui avaient séjourné en Syrie, en Irak. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Depuis Nice, on voit des gens qui, par l'intermédiaire d'Internet, se sont radicalisés. Bon. Il y a une dimension qui me semble manquer, c'est la dimension locale et territoriale. Mon voisin disait tout à l'heure le rôle des collectivités territoriales. Nous avons été maires, je suis toujours maire. Moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, dans ma commune, dans le Val-de-Marne, toi aussi, oui, bien sûr, excuse-moi, j'ai eu l'occasion de faire 2 signalements successifs parce qu'il y a des choses que nous voyons, nous, et que les services de renseignement ne voient pas. Un jeune qui est très impliqué dans une équipe sportive et qui brusquement quitte cette équipe sportive sans aucune raison et dont on le voit réapparaître avec des attributs, barbe ou pas barbe du reste, mais volonté de s'adresser à d'autres jeunes avec des propos qui sont quand même très contrastés. Les maires, les services sociaux, j'allais presque dire les gardiens d'immeubles, j'allais presque dire les gestionnaires. Mais vous sentez démuni aujourd'hui, Christian Cambon, face à ces signalements potentiels? Vous avez un référent à qui vous adressez? Mais moi, j'ai signalé au parquet. Et le parquet du Val-de-Marne est très opérant, mais je n'ai pas eu de véritable retour. Je n'ai pas le sentiment que les élus sont considérés comme des acteurs. Or, dans la guerre que nous allons mener maintenant, le terrorisme est partout. Et regardez la réaction des voisins. Les gens disent mais c'est sidérant, on n'imaginait pas. Il y a des signes qui peuvent être repérés, et notamment tous ceux qui agissent sur le tissu social doivent être concernés. Et il me semble que dans cette nouvelle coordination, que nous approuvons bien évidemment, il faut tenir compte de cette relation-là. Parce que quand on parle de la création d'un parquet antiterroriste, c'est-à-dire que s'il y a parquet, c'est qu'il y a déjà infraction qui a été commise. Or, nous, on voudrait plutôt prévenir et faire en sorte que le type qui est sorti avec un marteau ait été identifié avant, ce qui pose du reste question d'un étudiant de 40 ans qui était logé à Cergy-Pontoise et qui étudiait à l'université de Metz. Drissa Aït Youssef. J'ai une petite observation d'abord sur le plan juridique, parce que ce qui est prévu, c'est cette capacité d'intervention. Je rappelle
rappelle simplement que lorsqu'un attentat est commis, le procureur de la République est saisi dans le cadre d'une enquête de flagrance et que par conséquent, la séparation des pouvoirs interdit au président de la République de s'immiscer dans une affaire judiciaire. Donc il faudrait qu'on précise à un moment donné le contour un peu de cette intervention possible du président de la République avec cette task force. Ensuite, d'une manière un peu plus générale, ça m'amène à avoir une conclusion un peu plus générale sur finalement cette task force. Ce n'est pas avec une vraie politique du renseignement que nous arriverons à éradiquer définitivement cette menace terroriste. Les élus de proximité et les élus de terrain savent bien qu'aujourd'hui, le malheur qui nous guette, c'est celui d'une jeunesse, d'une génération sans repères, sans projet de vie, sans projet professionnel et qui quitte un territoire magnifique, la France, pour se rendre dans un théâtre d'opération terroriste extérieur, ou qui fait fi de toute valeur de la République pour commettre des attentats ignobles sur notre territoire. Et nous avons, de ce point de vue, avec nos amis européens, que ce soit d'ailleurs la Grande-Bretagne, les Belges, la même difficulté avec une jeunesse dont on dit qu'elle ne se sent pas, pour ce qui nous concerne, concernée par les affaires intérieures. Peut-être Régis Le Sommier, et après je m'adresserai aux deux parlementaires sur ce plateau. Il y aura aussi des nouvelles lois sécuritaires, ça doit être présenté le 21 juin avec des mesures qui vont pérenniser certaines mesures exceptionnelles permises par l'état d'urgence. Comment voyez-vous ces dispositions, Régis Le Sommier? On a besoin aussi d'une nouvelle loi en plus d'une task force pour lutter contre le terrorisme? On a besoin d'une nouvelle loi. En tout cas, on a besoin que les lois qui ont été prises, en tout cas les mesures pendant l'état d'urgence, soit rentrent dans la loi, soit on continue. Mais on ne peut pas continuer ad vitam aeternam l'état d'urgence. C'est-à-dire, c'est quelque chose, ça devient... soit on fait quelque chose et on modifie la loi, et on modifie notre attitude aussi par rapport à... moi, je m'en réfère... Enfin, les propos de Theresa May qui a dit si certaines lois qui défendent les droits de l'homme viennent contre la sécurité des Britanniques, nous passerons de ces lois. Donc il y a quand même la question, il y a toujours ce curseur entre la liberté des individus et le besoin et l'impératif de sécurité. Et ça, on va en discuter éternellement. Mais néanmoins, il semble quand même qu'il y ait une crise suffisamment grave aujourd'hui pour que ça mérite d'être notre arsenal de lois mérite d'être regardé à la loupe et qu'on n'en reste pas là. Alain Richard, vous êtes favorable à une nouvelle loi? On va encore arriver parce que malheureusement, pour mes péchés, j'ai déjà pas mal pratiqué ce genre de texte. On va encore voir arriver à un texte avec au moins 15 articles. En réalité, il reste deux sujets qui permettent une meilleure action de prévention des attentats, des attaques, qui sont dans les textes de police administrative de l'état d'urgence et qui ne sont pas aujourd'hui dans la loi permanente. C'est la perquisition sans autorisation d'un juge, c'est-à-dire vous arrivez à 6 h du matin et vous fouillez tout ce qu'il y a sans avoir prévenu la personne et sans être passé par d'avoir un avocat, etc. Et puis deuxièmement, l'assignation à résidence en disant « Monsieur, vous ne sortez pas du quartier X ou de la commune Y sans décision d'un juge ». Je pense que cette loi n'est pas possible. Ouais. Elle sera censurée par le Conseil constitutionnel. Donc la finesse va être de dire ces pouvoirs existent et ils sont accompagnés par un juge. C'est-à-dire que dans un délai X, qui sera très court, alors on va discuter pendant des jours de savoir si c'est 36 heures, 48 heures, etc., la décision est critiquée et vérifiée par un juge. C'est ça qu'on va faire. Christian Cambon. Oui. Bon, il va sûrement y avoir un texte, puisqu'effectivement, la volonté du président de la République est de transformer une partie des dispositions qui règlent l'état d'urgence en dispositions permanentes, de telle sorte que, comme vous le dites très justement, on ne vit pas en permanence dans l'état d'urgence, qui est quand même une notion assez particulière. En revanche, il me semble qu'il y a deux éléments qui manquent dans l'ensemble de ce dispositif. C'est d'une part la coordination européenne, parce qu'elle est encore en balbutiement. Je rappelle qu'au moment des attentats de Bruxelles, Mme Clinton était mieux renseignée de ce qui se passait en Belgique que les services français. Donc c'est quand même un véritable problème. Ça me semble très important. Il faut que les services de renseignement européens, là on pourrait justement, et le président Macron qui veut prendre des initiatives en termes européens, peut demander l'institution d'une organisation qui permette des échanges beaucoup plus fructueux. On l'a vu encore avec les Italiens, on l'a vu avec les Anglais, etc. Et le deuxième point qui, me semble-t-il, va devoir faire l'objet de nos réflexions, c'est tout ce qui relève de la cybersécurité. Oui. Car Internet est quand même une source permanente de soucis et de graves difficultés avec des gens comme tel celui d'hier qui ont manifestement été convertis ou retournés
par l'intermédiaire d'Internet. Or ça, ce ne sont plus des gens qui ont été à Raqqa et à Mossoul. Ils vivent parmi nous, ils sont à côté de nous. Et seul Internet est une explication. Il faut que les grands opérateurs, je pense à Google, etc., acceptent effectivement que sur le décryptage d'un certain nombre de messageries, les grands opérateurs téléphoniques, les grands opérateurs d'Internet agissent et que l'on prenne des décisions très fortes. Sans ça, ça continuera, car Internet dispense à chaque instant des milliards d'informations et il faut que les services de renseignement puissent aller regarder ceux qui sont soupçonnés. Eh bien, merci Christian Cambon, merci Alain Richard, merci à vous Driss Saïd Youssef, merci Régis Le Sommier. Bonjour Joël Gombin. Bonjour. Vous êtes donc politologue, spécialiste du Front National. Vous publiez 7 ouvrages sur le FN. Comment vous pourriez qualifier la période que traverse le parti, que traverse le Front National depuis quelques semaines, depuis le second tour de l'élection présidentielle? Je pense que le Front National traverse aujourd'hui une période qui est cruciale pour lui. Il sort d'une période depuis 5-6 ans qui a été une période de forte croissance, au moins en termes électoraux, mais également en termes de nombre de militants, en termes de ressources financières également à sa disposition. Donc avec toujours la possibilité dans ce cas-là d'une crise de croissance. Et surtout, cette période a ouvert probablement pour la première fois dans l'histoire du Front National à ce degré-là la perspective d'un accès aux plus hautes responsabilités, d'un accès au pouvoir. Et en même temps, on l'a bien vu, le deuxième tour de l'élection présidentielle, probablement les législatives qui s'annoncent, vont doucher en quelque sorte ces espoirs. Et donc cet écart entre les attentes qui ont été créées et la capacité du Front National à transformer ces attentes en réalité, en résultat, a le potentiel de créer une crise politique majeure au sein de ce parti. Alors, dans votre livre, vous expliquez que la crise n'est pas que conjoncturelle, elle est beaucoup plus profonde. La fracture vient des choix stratégiques qu'a fait Marine Le Pen depuis 2011. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont ces choix stratégiques qui aujourd'hui mettent en péril la survie du Front National? Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au fondement de l'entreprise mariniste, je dirais, ou marino-lepéniste, mais qui est une entreprise qui n'est pas uniquement personnelle, qui est une entreprise collective de toute une génération de militants du Front National, qui sont rentrés au Front National dans les années 90, très jeunes souvent, qui ont grandi avec le Front National, qui ont construit leur vie personnel mais aussi professionnel autour du Front National. L'objectif numéro 1, c'est de faire de ce parti un instrument de pouvoir, de parvenir au pouvoir et de pouvoir... Donc c'est l'accession au pouvoir. C'est l'accession au pouvoir, mais aussi son corollaire, c'est-à-dire de pouvoir vivre de la politique. Et la stratégie, les moyens que Marine Le Pen a choisis pour atteindre cet objectif à partir de 2011, ça a été de dire... pour que le Front National puisse devenir majoritaire dans ce pays, il faut opérer une recomposition complète des clivages et faire exploser le clivage gauche-droite au profit d'un clivage, pour reprendre les termes du Front National, entre mondialistes et patriotes. On pourrait dire entre ouverture culturelle et fermeture culturelle. Alors justement, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'elle a cherché à faire Marine Le Pen en gommant, vous venez de le dire, ce clivage droite-gauche et en le remplaçant par le clivage mondialiste-patriote? Ça sert à quoi de gommer le clivage droite-gauche pour le remplacer par cet autre clivage? L'analyse, je pense, qui a été faite par Marine Le Pen et les gens qui l'entourent, ça a été de dire que, au fond, l'échec aussi bien de Jean-Marie Le Pen, mais aussi de Bruno Maigret, je crois que l'expérience maigretiste est une référence très importante là-dedans, leur échec a été que, en voulant occuper le pôle droit de l'espace politique, ils se condamnaient soit à la marginalité, soit à la nécessité d'une subordination à la droite traditionnelle. Or, Marine Le Pen ne voulait ni de l'un ni de l'autre, et donc le moyen qu'elle et d'autres ont imaginé, c'est de dire il faut qu'on crée un nouveau clivage et qu'on occupe entièrement l'un des deux pôles de ce clivage. Et à cette condition-là, on peut devenir majoritaire, et quelqu'un comme Florian Philippot est vraiment quelqu'un qui exprime très bien ce clivage-là. Et alors, l'autre question maintenant, c'est est-ce que cette stratégie, elle s'est avérée payante? Le score de Marine Le Pen, au second tour, 33,9%. Est-ce que ce score lui donne raison sur ses choix stratégiques?
Je pense qu'avant de considérer son score au second tour de l'élection présidentielle, il faut regarder les choses de manière plus large. La première chose, c'est que indubitablement, depuis 2010, 2011, 2012, le Front National a franchi un certain nombre de paliers en termes d'audience électorale, passant d'un parti qui faisait encore autour de 10% dans les années 2010 à un parti qui est capable aujourd'hui d'atteindre plus de 30% au second tour de l'élection présidentielle. Donc de ce point de vue-là, c'est indéniablement un succès. Succès également du point de vue de la configuration de second tour de l'élection présidentielle. Alors, Marine Le Pen n'est pas la seule responsable de cela, mais elle se retrouve face à Emmanuel Macron, ce qui est le scénario qui était souhaité par le Front National, parce que ça s'inscrit effectivement parfaitement dans cette volonté d'avoir un clivage, encore une fois pour reprendre leur terme, mondialiste contre patriote. Néanmoins, ce qu'on voit bien, c'est que malgré le fait que ce clivage-là se soit imposé au second tour de l'élection présidentielle, le FN est encore loin d'atteindre un potentiel majoritaire au second tour de l'élection présidentielle, et que tout seul, et même avec des petits alliés, puisque le Front National a obtenu le soutien de Nicolas Dupont-Aignan, même avec des petits alliés, il ne parvient pas à être majoritaire. Et donc ça, c'est une limite majeure à cette stratégie-là, ce qui explique pourquoi, en interne du Front National aujourd'hui, un certain nombre de militants et de dirigeants poussent une autre stratégie, qui est celle de devenir hégémonique à droite. Si on formule ce que vous venez de dire différemment, est-ce qu'on peut parler d'un plafond de verre? Est-ce que c'est 33,9%? C'est les limites électorales du parti? C'est le plafond de verre? Alors, j'aime pas trop cette expression, d'abord parce qu'elle renvoie à l'histoire des inégalités entre les hommes et les femmes au travail, qui n'a rien à voir avec l'histoire du FN, mais aussi parce qu'elle tend à naturaliser le fait qu'il y aurait un électorat du FN et que celui-ci ne pourrait pas aller au-delà. Or, quand on regarde toute l'histoire du Front National, c'est pas du tout ça qu'on observe. Il y a quelques années, on pouvait penser que le maximum pour le FN était peut-être à 15% ou 20%. Finalement, on s'aperçoit qu'ils sont allés bien au-delà. Donc je pense qu'il faut regarder les choses de manière dynamique. L'électorat du FN, il évolue à la fois en structure et en niveau. En revanche, un élément qui, de mon point de vue, est absolument déterminant, c'est que sous la Ve République, et avec le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, il est absolument nécessaire d'être capable de former des coalitions assez larges pour pouvoir espérer l'emporter au second tour. Or, le FN, jusqu'à présent, à la fois n'a pas voulu et s'est montré incapable de constituer ces coalitions, et c'est ce qui lui interdit aujourd'hui de parvenir au pouvoir. Alors justement, vous expliquez dans votre livre que le Front National est en profonde mutation. Marion Maréchal-Le Pen, elle a claqué la porte du parti. Florian Philippot menace lui aussi de partir. Dans quelle mesure Florian Philippot, qui est toujours vice-président du Front National, est-il fragilisé en interne? On sait que beaucoup de cadres du FN le tiennent responsable du résultat de la présidentielle. Alors, il n'est pas encore parti, première chose. Deuxième chose, effectivement, le débat interne au Front National se focalise beaucoup autour de la question personnelle de la personne de Florian Philippot. D'abord parce qu'il a pris une très grande place dans le parti, à la fois lui personnellement, mais aussi l'ensemble de ses soutiens. Alors c'est intéressant parce que vous expliquez qu'il n'a que le pouvoir et la place que Marine Le Pen lui a bien voulu lui laisser occuper. Alors, de toute façon, le mode de fonctionnement du Front National, et cela depuis très longtemps, est un mode de fonctionnement que j'ai appelé dans le livre de centralisme non démocratique, c'est-à-dire que tout part et tout revient au chef, en l'occurrence au président ou à la présidente. Et donc, il est évident que la place d'un Florian Philippot ne tient que à la place que Marine Le Pen a bien voulu lui donner. D'ailleurs, il ne tient pas ses pouvoirs d'un congrès ou d'une expression démocratique des adhérents, mais bien de la délégation de pouvoir, en quelque sorte, de Marine Le Pen. Ce qu'elle a donné, elle pourra le reprendre un jour. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'enjeu de savoir, effectivement, si elle va continuer à le soutenir ou si, au contraire, elle va le désavouer en faveur d'autres dirigeants. Parlons maintenant des législatives. Est-ce que le Front National joue en partie sa survie lors de dimanche prochain et le 18 juin? Alors sa survie, je ne pense pas. En tout cas, rien n'interdit, même si les résultats de la législative sont mauvais, en tout cas en deçà des attentes, que le parti se survive, parce que les résultats de l'élection présidentielle, les années qui se sont écoulées, le réseau d'élus locaux qui a été constitué, et vraisemblablement la manne financière qui malgré tout proviendra des élections législatives, parce que à n'en pas douter, les résultats seront meilleurs qu'il y a 5 ans, donc le financement public sera meilleur. Donc sur le plan financier,
je pense qu'il n'y aura pas de... Mais néanmoins, les résultats seront nettement en deçà de ce qu'on estimait encore il y a quelques semaines. On pariait sur entre 40 et 60 députés. Aujourd'hui, on ne sait même pas si le FN pourra constituer un groupe à l'Assemblée, c'est-à-dire 15 députés. Voilà, absolument. Au plan politique, effectivement, il y a un véritable enjeu. Encore une fois, il y a une question de décalage entre les attentes et la réalité. C'est-à-dire que si le FN a 15 députés, ce sera de très loin le meilleur score qu'il aura jamais réalisé au scrutin majoritaire. Donc 1986 à part. Néanmoins, si on est effectivement sur cet étiage-là qui est très faible, il y aura beaucoup de déceptions en interne, beaucoup de cadres qui espéraient obtenir un poste de député qui ne l'auraient pas, beaucoup de collaborateurs qui espéraient devenir assistants parlementaires qui ne le deviendront pas, etc. Et c'est aussi ça le moteur d'un parti politique, d'une organisation, c'est de pouvoir... Oui, c'est ce que vous évoquez, le FN peut craindre une hémorragie de ses cadres. Oui, on a connu au cours des dernières années une très forte attractivité du Front National pour des jeunes militants, diplômés, avec un profil assez différent de ce qu'était le profil type du militant Front National. Clairement, cette attractivité devait au fait que le FN était en pleine phase de développement et donc avait une capacité de redistribuer des postes. S'il perd cette capacité, on peut effectivement craindre une hémorragie, et a fortiori dans un contexte de recomposition politique majeure où d'autres opportunités vont émerger ailleurs. Alors, lors de ces législatives, il y a bien sûr des sièges, des batailles symboliques. Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, quelles seraient les conséquences d'une défaite de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, elle qui, justement, on le sait, elle a beaucoup hésité à se présenter? Marine Le Pen n'a jamais été élue au suffrage universel direct sur son nom. Or, dans le système politique français, ça reste une ressource de légitimité politique majeure. Si elle n'était pas élue et que d'autres au sein du Front National l'étaient, ça poserait effectivement la question de sa légitimité politique personnelle, surtout après effectivement l'épisode de la présidentielle, notamment ce débat d'entre-deux tours. Donc elle perdrait de la légitimité. Elle perdrait de la légitimité. Donc dans un moment où le débat politique interne au Front National est assez vif, ça l'affaiblirait clairement, et donc vraisemblablement elle serait obligée de lâcher du lest face à ses opposants sur un certain nombre d'autres sujets si elle veut préserver sa position à la tête du Front National. Et quel est votre sentiment rapidement sur Marion Maréchal Le Pen? Est-ce qu'elle a eu raison de partir? En raison, je ne sais pas, c'est à elle de l'apprécier et ça la regarde. Je pense que les raisons personnelles qu'elle a évoquées pour justifier son départ sont réelles. Et elle les évoquait depuis longtemps d'ailleurs. Beaucoup se gaussaient en les entendant. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une certaine sincérité dans cela. Néanmoins, il est clair qu'il y a également des raisons politiques qui sont en cause. Je pense qu'en se retirant, elle se donne les moyens de voir venir. Elle se donne les moyens de revenir. Elle se donne les moyens de revenir et surtout elle ne grille aucune option, si vous me passez l'expression. Elle peut s'adapter à n'importe quelle reconfiguration du champ politique dans les années qui viennent. Très bien. Merci beaucoup. Merci Joël Gaumin. Je rappelle donc votre ouvrage, Le Front National. Merci. Merci.